Bonjour, merci de votre fidélité. Aujourd'hui dans .vlog, le complément indispensable de .blog, je vais vous parler des préférences, de la façon de les gérer sous Xamarin Forms, et nous allons voir aussi que les démonstrations sont toujours très trompeuses et que de la coupe aux lèvres, il y a une distance, et bien de la démo faite sur YouTube à la réalité d'une vraie application, il y a là aussi une sacrée distance. Cette distance, je vais essayer de la combler aujourd'hui en vous faisant voir en réalité comment on va gérer ses préférences dans un exemple très simple de logging, une petite page de logging, absolument fake, il n'y aura rien d'autre derrière, pas de seconde page même dans notre application, mais ça va nous donner l'occasion de pouvoir parler de tous ces problèmes. Alors, vous avez sous les yeux en ce moment la page de Xamarin Essentials, qui est la documentation Microsoft de cette partie de Xamarin, qui est une librairie qui contient de nombreuses API essentielles, comme son nom l'indique, qui vous permettent d'accéder au presse-papier, au baromètre, à l'accéléromètre, enfin bref, l'état de la batterie, toutes ces choses, mais qui contient aussi une petite API bien pratique, qui est celle qui concerne la gestion des préférences. La gestion des préférences, en fait, on devrait peut-être l'appeler autrement, c'est juste de la persistance, mais vous savez que sous iOS, sous UWP, sous Android, la façon de stocker des fichiers n'est pas normalisée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de système.io dans Xamarin Forms de base, parce que les IO sont très spécifiques à chaque OS. Or, quand on développe une application cross-platform, au moins l'une des premières choses dont on a besoin, c'est de pouvoir mémoriser un certain nombre de préférences de l'utilisateur ou d'état dans lequel le système se trouvait à un moment donné pour pouvoir le récupérer. Et pour ça, donc, fatalement, on a besoin d'écrire sur disque et de pouvoir relire sur disque. Pour cela, chaque OS propose des espaces de stockage privés à chaque application, à chaque utilisateur, etc. Mais ce n'est pas normalisé et ce n'est pas généralisé dans l'Xamarin Forms. Dans l'Xamarin Essentials, on retrouve un lot d'API, dont celle qui gère les préférences, donc, et qui se trouve être en réalité une API généralisée de stockage, de persistance d'informations. Il s'agit d'informations simples, booléen, integer, mais pas grand-chose. Même les strings, il est déconseillé d'en stocker des trop grosses parce que ce système de stockage n'est pas fait pour stocker des grandes données, des données de taille importante. Pour ça, on utilisera d'autres librairies, d'autres façons de faire, voire une base de données si c'est nécessaire. Revenons 2 secondes sur ce Xamarin Essentials. Nous voyons que dans la doc, nous avons la gestion des préférences. La gestion des préférences, c'est quelque chose de très simple. On a un préférence set avec une clé et une valeur, et une préférence get avec une clé et une valeur par défaut, ce qui n'est pas idiot, bien évidemment, on va voir à quoi ça sert. On peut bien évidemment retirer une clé qu'on a déjà enregistrée, et puis on peut faire un effacement complet de toutes les clés. On verra qu'il existe dans l'API un paramètre supplémentaire qui est une espèce de nom de groupe qui permet de regrouper en fait ces persistances sous un nom et de pouvoir effacer uniquement que celles qui portent ce nom de groupe. Par exemple, là on va le voir avec des préférences de logging, eh bien on va avoir créé un groupe préférences de logging qui permettra éventuellement de faire un clear de l'ensemble des clés concernant les préférences de logging, mais pas forcément toutes les préférences de l'application, bien entendu. Ça commence à être déjà la première nuance entre les démos qui sont faites et la réalité d'une véritable application. Alors les préférences, pourquoi avoir traité ce sujet aujourd'hui? Parce que dernièrement, il y a quelques jours, notre ami Montemagno, dans le cadre des documentations Xamarin, a publié une petite vidéo sur la gestion des préférences. Alors je regarde, je suis intéressé, et je m'aperçois en fait que son exemple est très très joli, mais vraiment ça n'a rien à voir avec la réalité. Et je me dis que confier ça plutôt qu'une simple doc comme celle que je viens de vous faire voir, il n'y a absolument aucune différence et aucune plus-value. Hein, si on regarde voilà, on va parler des préférences, et on va voir que après un blablabla, il nous fait voir un petit logging, on va essayer de refaire le même. Là, il fait voir la documentation, comme je vous l'ai fait voir, mais un peu plus en détail. Et puis, maintenant, on va commencer sur les choses réellement importantes. La première qui va se passer, il vous dit qu'il faut utiliser le namespace, bien sûr, et puis vous pouvez voir, par exemple, une option qu'on retrouve souvent sur les écrans de logging, c'est Remember Me, se souvenir de moi, qui évite de relancer, de ressaisir son logging à chaque fois qu'on rentre dans l'application. Et pour ça, il va créer un booléen Remember Me, qui est une propriété, et puis au départ, c'est une simple propriété, puis il va la transformer pour utiliser directement l'API des préférences. On va voir ça ici comme ça. Il va créer
preferences.get, la clé et la valeur par défaut, et le set, il va le remplacer par un set de la même clé, bien évidemment, et de la value qui est reçue dans la propriété, sans oublier de faire un onPropertyChange derrière, puisque si on ne gère pas INPC, il risque d'y avoir des problèmes de mise à jour. Et voilà l'exemple. Il va le faire tourner, il est content de lui, et s'arrête là la petite démonstration. Alors, vous me connaissez, ça m'a donné envie de le faire voir, mais de faire voir ce qu'il fallait faire en réalité, ce qui s'éloigne vraiment, vraiment beaucoup de ce que notre ami Montemagno vient de nous faire voir. Alors, on va commencer de façon naïve, c'est ce que j'ai fait. Je lui dis, tiens, je vais reprendre l'exemple, je vais le réimplémenter de façon simple, naïve, et puis au fur et à mesure, je vais bien voir qu'il y a des tas de trucs qui vont pas aller, ce que j'avais prévu, et qu'il va falloir corriger pour arriver à quelque chose d'un peu plus réaliste. Alors j'ai créé une solution ici très simple, qui ne contient qu'un projet Android, on s'imagine que c'est cross-platform, on va pas s'enquiquiner avec tout le reste. Et puis là j'ai pas été chercher bien loin au niveau de la sophistication, puisqu'on n'aura qu'une main page qui va faire voir ce fameux système de logging, et derrière on n'a rien d'autre, on a juste un écran avec un comportement qui est celui de pouvoir saisir son nom, son mot de passe, et un petit switch qui permet de dire si on veut être dans le mode se rappeler de moi ou pas. Donc vraiment rien de bien méchant, on a vu que son exemple, ça tient en 2 minutes, sa vidéo en fait à peu près 4, j'ai déjà certainement dépassé ce temps-là. On va y venir, parce que c'est pas si simple que ça. La première chose, regardons le view model. La vue avec la simulation d'une vue de logging, vous vous doutez bien que c'est pas le sujet du jour. On va regarder ce que lui il a implémenté. Ce que lui il a implémenté, c'est ça. Je l'ai appelé bad remember me, qui est en fait, voilà, bool, remember me, get set, Xamarin Essential, preference, get, machin, etc. Bon, j'aurais pu mettre ça en using, mais vous allez comprendre que je n'utilise pas ça directement. Donc dans ce code-là, j'ai été obligé de le préfixer parce que j'ai pas mis de using sur les Xamarin Essentials, et je vais vous faire voir pourquoi. Alors, la première amélioration qu'il fait, c'est celle-ci, c'est de dire, ouais, mais ça, c'est pas terrible, donc on va utiliser un nameof de bad remember me. Alors, pas de bad, parce que lui, il pense que c'est le remember me, moi j'appelle bad remember me parce que c'est pas la bonne façon de faire. Nameof, voilà. Et au bout du compte, on en arrive à quelque chose comme ça. Sauf que lui, il fait ça, bien sûr, et qu'ici, il est obligé de casser la beauté de cette écriture un peu raccourcie pour faire une chose qui est la suivante, qui est onPropertyChange. Et là, on n'est même pas obligé de mettre le nom, puisqu'on va récupérer le nom automatiquement par un caller member name. Et pourquoi c'est mauvais? C'est mauvais à plus d'un titre. D'abord parce que dans notre logging, on veut se rappeler pas seulement du switch remember me. C'est ce que lui fait voir, et il ne fait voir que ça. Or, dans sa fiche de logging, il y a un nom et un password. Il va falloir s'en souvenir. Donc on va avoir d'autres propriétés à part remember me, on va avoir username, on va avoir password, donc il va falloir les enregistrer. Et le principe dry, don't repeat yourself, va être très vite violé, puisqu'on va être amené à réécrire plein de fois le même code, pas très intelligent, et déjà ça commence à pas aller très très bien. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle des Xamarin Essentials, et plus particulièrement de l'API préférence dans cette librairie. Alors, c'est sur .blog que j'en ai parlé en septembre dernier, donc déjà, si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, n'hésitez pas à aller lire cet article que j'avais écrit pour vous, les Xamarin Essentials et leur système de préférence. Mais comme vous l'avez compris, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le passage de la démo à la réalisation, donc le portage dans le réel de quelque chose, même si on va se limiter à une seule page qui n'entraîne rien d'autre derrière. Déjà, sur ce petit problème de persistance des préférences, il y a beaucoup de choses qui ont été zappées dans la démo de Montemagno, et qui justifient un petit peu d'aller l'enrichir et d'expliquer en fait tout ce qu'il faut faire en plus pour avoir une vraie page de logging avec gestion des préférences et de leur persistance. Donc vous avez sous les yeux la main page de XAML, ainsi que le système de prévisualisation. Système de prévisualisation qui fonctionne relativement bien, malgré ses petits défauts, et encore on est sous VS 2017, et la seule chose qu'on peut remarquer là-dessus, c'est que le switch a une tête qui est 10 fois trop grosse par rapport à la réalité. Enfin, pour faire la mise en place, vous voyez que ça fonctionne, l'image de background fonctionne, les couleurs, l'opacité aussi fonctionne. On a donc quelque chose de tout à fait utilisable pour faire des mises en page rapides. C'est mieux qu'à l'aveugle. Donc on a une page principale qui est liée à un view model, et on va voir un certain nombre de choses. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt la démarche intellectuelle. C'est qu'est-ce qui part de la démo pour aller à quelque chose de réel. Et ce système de préférence tombe à pic pour comparer ce qui est idéal en démonstration avec ce qui est réel et les problèmes que ça pose. La première chose, c'est que dans la démo de Montemagno, il manque la sauvegarde du nom de l'utilisateur et de son mot de passe. Stocker dans les préférences uniquement le fait
qu'on veuille se souvenir de l'utilisateur, donc la position du switch, c'est bien amusant, mais ce n'est qu'une toute petite partie du boulot. Parce que bien évidemment, il va falloir sauvegarder aussi le nom et le mot de passe. Donc ça, c'est une première chose. Si on va dans le View Model, on va s'apercevoir que nous avons une propriété ici, password et username, ce qui est normal. Et qu'en plus de ça, elles vont être sauvegardées dans le système de préférence. On va s'apercevoir qu'on a aussi dans le système de préférence une façon de le gérer qui est un peu particulière, puisque je passe par ma propre librairie qui fait une façade et qui va permettre de gérer tout ça dans un mode générique, donc ce qui est beaucoup plus agréable pour moi, et surtout qui va nous permettre de gérer le mode de design, puisque aujourd'hui Xamarin Forms sait reconnaître qu'on est dans un mode de design ou pas, parce que si vous ne le faites pas, il va y avoir des choses qui vont planter, il va essayer d'accéder à cette API dans le previewer, et ça va forcément planter parce que vous n'êtes pas en train de tourner ni sur une machine Android, ni sur une machine iOS, ni rien du tout. C'est le simulateur, c'est le prévisualisateur, il est fait comme ça. Donc il va falloir couper le code qui sert uniquement en mode runtime. Pour ça, il faut centraliser tout ça dans une API plus facile à manipuler. Je me voyais mal, à chaque fois que j'allais appeler le get ou le set de l'API, faire des tests sur le design mode. Don't repeat yourself. Et ça, c'est quand même la base. Pour ce faire, j'ai créé un petit helper, je veux dire relativement simple, qui redéfinit un get, mais cette fois-ci en générique, et un set en générique. Alors c'est un peu bourrin, parce qu'on est obligé de tester le type, mais c'est pas très grave, c'est pas très long non plus. Mais ça permet de gérer de l'extérieur la chose de façon purement générique, et c'est beaucoup mieux. Ça nous a permis de gérer donc la clé, la valeur par défaut, ça c'est géré par l'API, de gérer le key group, qui s'appelle un peu autrement dans les paramètres de l'API, mais qui, je trouve, sous key group est plus parlant, c'est-à-dire que ça vous permet de créer des groupes de clés qui sont persistées avec leurs valeurs dans le système de préférence. Et on va voir que c'est très très utile, parce qu'une application, c'est pas fait que d'un logging. Elle est faite d'un logging et d'autres préférences qu'il faudra fatalement enregistrer. La position de l'utilisateur à tel endroit, son choix de, par exemple, d'un fond lumineux ou d'un fond sombre, ou des choses de ce genre-là qui méritent d'être stockées dans les préférences. Or, on va s'apercevoir que dans notre logging, pour qu'il fonctionne, on a certes un switch qui dit se souvenir de moi, mais quand ce switch est remis en position off, il ne s'agit pas de le laisser juste en position off. Il va falloir supprimer les valeurs qui sont stockées, sinon au prochain lancement de l'application, il retrouvera le nom et le password. Donc il faut effacer ces clés et ces valeurs. Or, si vous n'avez pas créé des groupes de clés, vous ne pouvez faire qu'un clear, et un clear efface toutes les préférences. Ça, c'est assez grave, et c'est assez important pour pouvoir le souligner. Donc créez toujours des préférences en leur donnant un nom de groupe pour pouvoir les supprimer localement. Et puis enfin, ça m'a permis d'ajouter quelque chose qui n'existe pas dans l'API par défaut, qui est la design value, parce que oui, dans le prévisualisateur, on peut afficher des données de design, et c'est quand même plus pratique pour voir ce que ça donne au niveau de l'équilibrage visuel. Or, ça n'existe pas. Donc, ça a réglé tous ces problèmes, ça a permis de couper, vous le voyez ici, de couper l'appel à l'API quand on est en mode prévisualisateur, sinon ça plante, et on dit « ouais, le prévisualisateur il marche pas bien, etc. » Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des choses qui plantent. Et ça vous donne des indications aussi des fois sur des choses qui passent parfois au runtime, mais qui sont pas forcément très clean. Et ici, par exemple, voilà, c'est des choses qui n'ont pas à apparaître au design, donc on doit les couper. D'où l'intérêt d'avoir créé ce helper, qui à la fois rend le get et le set générique, et qui en même temps s'occupe de ne pas faire fonctionner le code de l'API quand on est en mode design, et qui permet en plus d'obtenir une valeur de design pour chaque clé, donc des données qui sont affichables. Le clear est relativement simple lui aussi, on aurait pu se contenter du clear original, la seule chose c'est que, là encore, il faut être certain qu'on n'est pas dans le mode design uniquement par cohérence avec le reste de l'API. Donc, vous voyez, déjà, gérer ce username et ce password, c'est pas si simple. On va utiliser beaucoup de fois dans l'application l'API de préférence. Si à chaque fois il faut répéter des tests, si on est en design, pas design, s'il faut se demander de quel type est la clé, voilà. Envelopper la chose dans un générique avec l'ajout de données de design en plus, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'API de base, qui n'est pas démontré dans une démo ultra short, mais qui vaut la peine d'être démontré, parce que moi j'ai l'habitude de vous faire voir des choses pour que ça vous serve quand vous faites vraiment votre boulot. Si c'est juste l'idéal, vous pouvez lire la doc comme moi, comme Montemagno, on peut tous lire les docs, mais les petits trucs de la réalité, c'est déjà moins évident. Voilà pourquoi je n'utilise pas, je vous l'avais dit au départ quand je vous ai fait voir le Bad Remember Me, qui était l'implémentation de Montemagno, je vous expliquais pourquoi j'avais préfixé ici, parce que je n'utilisais pas, j'avais pas fait de using d'Xamarin Essential, pour la bonne raison qu'en réalité je passe par cette librairie que j'ai appelée Essentials Helpers, et qui définit aussi un préférence avec un get, etc. en générique. Donc, et on voit que la dernière partie, ce sont les données de design.
Et les données de design, on va les avoir bien évidemment pour les autres champs qui sont persistés comme le password ou le username. Alors là, il se pose un petit problème pour le password et le username, c'est que dans sa démo, par exemple, il ne les sauvegarde pas, comme je le disais. Il y a un autre problème, on va le faire, on va les persister. Mais il existe un autre problème très particulier à ce cas ici de logging, c'est que persister le password, en clair, même si c'est planqué au fin fond des API, on ne sait pas, puisqu'on est cross-platform, sous quel OS on va tourner, dans quelles conditions ça sera ou non découvrable par quelqu'un d'un petit peu malin, un peu crafty, qui sait servir d'ordinateur. Donc, le stockage du password, je ne l'ai pas fait là dans cette démo mea culpa, mais normalement, on devrait le persister en le cryptant et le décrypter uniquement une fois qu'il est lu. Et donc il va falloir les sauvegarder. On les sauvegarde comment? Eh bien, on a des propriétés avec un backing field, on retourne ce backing field dans le get, et quand on fait le set property, donc le set property, ça vient toujours de mon système minimaliste MVVM qui me permet d'avoir un base view model. Donc quand on fait le set property, et s'il a fonctionné, et si le remember me est à true, on sauvegarde les valeurs. Alors je ne sauvegarde pas uniquement que le username ici et que le password ici. J'appelle save value qui est une méthode qui sauvegarde les deux. Vous allez me dire, ouais, c'est un peu consommateur. Dans le cas présent, pas tellement, parce que on a deux chaînes de caractères qui vont faire entre 5 et 10 caractères chacune, à sauvegarder en même temps. Et si je ne l'avais pas fait, ça aurait demandé à appeler donc l'essential preference set, etc. ici, de l'appeler ici, et n'oublions pas qu'à un moment donné, dans le remember me, il va falloir aussi l'appeler. On va y revenir. Donc, tout ça justifiait que ça soit dans une seule et même procédure, quitte à ce qu'on enregistre les deux à la fois. Mais comme on les enregistre ici sur le changement sur le set, ça pose d'autres problèmes. Alors d'abord, il faut les initialiser. Pour les initialiser, on va rajouter ça dans le main view model. Alors pourquoi le switch ne s'y trouve pas? Parce que le switch, on n'a pas de backing field. Là, on a suivi quasiment la logique de l'exemple donné par Montemagno, mais sauf qu'on passe par mon API particulière qui protège, on l'a vu, contre le mode design, etc. Parce qu'il faut faire d'autres choses qui ne sont pas faites dans le système actuel. Ici, dans le set, on ne fait qu'appeler la préférence et on va faire Essential Helper préférence Clear All si la valeur est négative. C'est-à-dire que quand on passe Remember Me à False, à ce moment-là, on va effacer les clés. Et leur valeur, bien évidemment. Pour effacer le prénom, enfin le nom plutôt, et le password. Mais dans le cas contraire, quand il est à true, on va faire un save value. Alors on va me dire, mais pourquoi faire un save value ici? Puisqu'on sauvegarde déjà le username et le password dans leurs setters respectifs. Et oui, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va regarder juste un tout petit peu l'application tournée. Vous allez voir que dans la façon habituelle de progresser pour un utilisateur, c'est-à-dire dans nos pays occidentaux de gauche à droite et de haut en bas, nous avons l'habitude de faire ce genre de choses. J'ai un logging, super, Olivier, 1, 2, 3, 4, génial. Je vais pour rentrer, puis je vois se souvenir de moi, parce qu'en réalité, c'est jamais mis en haut, ce genre de truc. Donc, et là, je vais dire se souvenir de moi. Seulement, arrivé à ce moment-là, les setters du username comme du password sont déjà passés. Et comme ils ont vu qu'on n'était pas en mode Remember Me, rien n'a été sauvegardé. Donc moi, naïvement, je vais maintenant me dire se souvenir de moi, et quand je vais rentrer dans l'application la deuxième fois, je ne retrouverai pas mes informations. Personne ne les aura enregistrées. D'où la nécessité, quand je bascule ça, de reforcer un save, et c'est le save value que vous avez ici. Et quand j'enlève ça, la nécessité de faire un clear all, mais uniquement de logging préférence. Alors logging préférence, comme vous allez le voir, c'est pas bien compliqué, c'est juste une constante. C'est pour éviter, bien sûr, de se répéter et de risquer de faire des bêtises. Et c'est le nom du groupe de clés que j'ai donné. Logging préférence, donc les préférences du logging. Ce qui fait que quand je veux effacer uniquement que les préférences du logging, je peux, en passant par mon API qui passe après par celle des essentials, dire je ne veux supprimer que ce groupe de valeurs. Donc ça, c'est vraiment important. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de on-property change, là, c'est bizarre. Alors, il en faut en général. Là, encore une fois, c'est un cas particulier. Cette valeur, elle ne va pas changer par code. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le code ne risque pas de décider de passer le switch à true ou à false. Ce qui ferait qu'il y aurait un morceau de code qui irait dire remember me égale false ou remember me égale true. Dans ce cas-là, il faudrait que le set, puisque ça se passe uniquement en interne de notre programme, il faudrait que le set déclenche INPC pour que l'interface puisse être prévenue, qu'il y ait une remontée d'informations pour qu'elle puisse mettre le switch dans la position qui correspond à la valeur qui se trouve en interne dans notre viewModel. Or, concernant un switch de ce genre-là, et concernant donc la propriété qui lui est liée, il est évident qu'en fait ce n'est qu'une action utilisateur. Il n'y a absolument aucune action programme sur la position du switch. Donc quand le switch est mis à on ou quand il est mis à off, ça ne peut être qu'à la suite d'une manipulation utilisateur.
Il n'y a donc pas besoin d'un retour par onPropertyChange, parce que ce serait redondant, parce que ça servirait à rien, et que à aucun moment le programme n'ira manipuler cette valeur. Donc ça, c'est aussi un truc important. Donc ici, on a notre remember_me complet, qui se rappelle des préférences du login, qui les efface, qui les sauvegarde si c'est nécessaire, et ça, c'est important. On a vu pour le username et le password qu'on utilisait aussi une stratégie particulière pour les charger ou pour les sauvegarder. Donc on les charge dans le constructeur. Et le dernier problème concernant ce groupe de propriétés, qui était le password, on ne devrait pas faire ici un set du password directement. Il faudrait ici une API qui crypte le password. Et bien évidemment, quand on recharge la valeur, il faudrait ici chercher la valeur retournée et décrypter tout ça correctement. Mais ça nous donne l'occasion, puisque nous passons sur ces lignes, de voir l'intérêt de ma petite librairie qui enrobe le getElset, c'est la présence de données de design. Et les données de design, dans cette API, ça peut être intéressant, notamment dans la page login, puisque ça sera intéressant d'avoir un nom, avoir un password qui sont remplis pour vérifier que tout fonctionne correctement et que c'est agréable, que c'est bien mis en page, pour changer la fonte, sa couleur. Bref, il y a plein de raisons valables de vouloir avoir des données de design au lieu d'avoir du vide, surtout quand on utilise, bien évidemment, le système de prévisualisation. Alors le système de prévisualisation, le seul caprice qu'il a, c'est que des fois, il ne se remet pas bien en route, donc il suffit de fermer la page XAML en question et de la réouvrir. Il réinitialise le renderer et la page s'affiche. Mais vous voyez que ça marche relativement bien, puisque on a une image de fond qui n'est présente que dans les drawables de Android. Donc ça sait aller chercher les choses à droite et à gauche. Seul petit défaut, c'est le bouton qui est ici, comme j'ai dit, qui est un peu gros, mais enfin ça n'empêche pas de mettre les choses en page. Et on voit ici nos données de design. Notre système fonctionne, il détecte le design mode, il ne fait surtout pas appel à l'API préférence, parce que sinon ça va tout planter. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit pas d'habitude, puisqu'on travaille en mode XAML en texte. Mais je vous enjoins à utiliser le mode de preview qui marche très bien. En fait, quand ça plante, c'est qu'on a des bêtises quelque part. Donc ici, ça plantait, ça m'énervait, et je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, ça appelle le système de préférence, qui bien sûr là ne fonctionne pas puisqu'on est en simulation sur l'écran du PC. Grâce à ça, j'ai pu ajouter ces données de design, et vous voyez qu'on a, c'est quand même plus pratique si je veux changer la couleur ou la taille de la fonte ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est assez important. Donc je regarde sur le côté parce que j'ai une liste de points que je voulais vous faire voir. L'effacement des clés, la version générique, et puis la dernière chose que je voulais vous faire voir aussi, c'était l'utilisation, et pour ça on va l'avoir très bien sur l'application elle-même. Vous voyez, c'est la position de cet œil ici. Quand je clique dessus, hop, le mot de passe apparaît et il disparaît tout de suite. Donc il n'y a pas de danger de le laisser allumé. Alors le timing, bien sûr, c'est moi qui l'ai réglé à 500 millisecondes, on pourrait le mettre un peu plus long, bon, ça ne serait pas gênant. Alors, vous voyez que le switch, il a une position qui est, une taille en tout cas, qui est un peu plus naturelle ici, dans le simulateur. Alors comment marche ce système-là en deux mots, parce que c'est, voilà, un vrai logging, ça ne veut pas se contenter de vous dire tapez votre password avec un truc qui est caché. J'ai horreur des trucs qui sont cachés, j'ai des mots de passe des fois qui sont compliqués, des fois je ne sais plus ce que j'ai tapé, surtout sur le clavier d'un smartphone, et j'ai besoin de voir ce que j'ai tapé. Et s'il n'y a pas ça, votre système de logging il n'est pas complètement fini. Alors comment on l'implémente? Ici c'est relativement simple, hein. On va regarder ça immédiatement. Dans le ViewModel, j'ai une commande qui est showPassword. Cette commande, elle est on ne peut plus simple, elle est créée ici, elle appelle la méthode displayPassword, et elle a une fonction de garde sur son canExecute, qui est tout simplement not showing password, histoire que l'action ne puisse pas être réalisée si on est déjà dans le mode de faire voir le password. Ça, le canExecute sur les commandes, je le dirai jamais assez, peu de gens le gèrent correctement, faites-le absolument, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une application de débutant et une application qui est terminée, quoi. Le displayPassword, il fait quoi? On a une propriété showingPassword qui est booléenne. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit si déjà on est en train de le montrer, on fait rien. C'est déjà toujours, vous voyez, ces méthodes qui contiennent du code de garde à l'entrée, qui est une façon défensive de programmer pour éviter les ennuis plus tard. ShowingPassword égale true, donc là on le passe à vrai, et on fait un await task delay de 500 millisecondes et un showingPassword égale false. Donc forcément la méthode est passée en async, puisque cette méthode devient asynchrone par l'utilisation du task delay et surtout l'utilisation de await, parce que sans le await ça servirait à rien. Il se passe pas grand chose, ça bascule juste une propriété à vrai ou à faux, et 500 millisecondes après ça vient faire le contraire. Quand on est dans la page XAML, quelle est la propriété qu'on va modifier pour faire ça? On s'aperçoit que dans un entry, ce qui est le cas donc de notre password, dans un entry, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un mode ou dans un autre? C'est la propriété isPassword. Il se trouve que c'est une propriété booléenne, mais il ne faut pas le voir comme une propriété booléenne, parce que sinon la tentation est très forte, et ça je vous le dis, il ne faut pas le faire. On se dit isPassword. Ah oui, donc isPassword, il faut que ça soit true. Et nous on dit showingPassword, donc c'est true en fait quand ça ne doit pas être isPassword.
Alors bon, le développeur de base, il va se dire ah bah alors je vais me créer une autre un autre booléen ici qui est not showing password, qui fera un get alors sur le not de showing password, et puis dans le set, bon il n'y a pas, mais enfin voilà, c'est fini. C'est la foire, c'est-à-dire que vous perdez le sens de la sémantique. Et un view model, certes, sert à adapter le modèle à la vue et à capter les commandes qui viennent de la vue pour les répercuter vers le modèle, mais cette capacité d'adaptation, elle doit avoir une limite. La limite, c'est que le code doit répondre à solid, à dry, et tout ça, mais il doit garder sa sémantique. Or, dans ce code, notre intention, c'est de dire « je veux voir le contenu du password ». C'est pas des bricolages de je veux pas qu'il la cache ou qu'il soit pas en mode password. On s'en fout de tout ça. Ça, c'est la partie XAML, c'est la partie affichage. La partie de mon view model dit sur une commande bien précise, je veux afficher le password. Donc on va programmer ça et rien d'autre. Et pas des bricolages avec des négations de trucs, etc. On code rien d'autre. On oublie le fait que la propriété, il se trouve par coïncidence, sur laquelle on veut se lier, est booléenne. Parce qu'on se dit, ah ouais, mais là c'est facile, je fais un autre machin, etc. Non, on va la traiter par exemple comme la propriété visibility dans WPF ou UWP. C'est ni true ni false. Dans Xamarin Form, on a effectivement is visible qui est aussi booléen. Donc c'est assez pratique pour pas mal de choses. Mais dans des systèmes plus sophistiqués comme WPF ou UWP, la propriété visibility est de type visibility qui prend les valeurs collapsed, hidden et visible. Donc on a besoin de convertir. Et c'est pour ça que dans XAML, on a des convertisseurs de valeurs. C'est pour ça qu'il faut en écrire. Ici, on va en écrire un tout simplement. On a besoin d'un convertisseur de valeurs qui, dans le cas d'espèce, fait la négation d'un booléen. Donc on va se créer un truc qu'on va pouvoir utiliser plein de fois dans notre programme pour faire d'autres choses. Dans d'autres cas, on va l'appeler boolNoteConverter, qui est un eValue converter, donc qui implémente l'interface eValue converter. Et ce convert va regarder si la valeur est un booléen. Dans ce cas-là, bon, elle déclare la variable, et elle retourne note de la valeur, c'est tout. Si c'est pas un booléen, on ne sait jamais, ça renvoie une exception. Et on peut programmer ici le convert back, on n'est pas toujours obligé, on a l'habitude de les voir toujours avec une exception qui est levée, comme si c'était normal. Non, un convertisseur doit être capable de marcher en two-way, donc quand c'est possible, il faut implémenter bien sûr le convert back. Ici c'est très facile le convert back. Le convert back, en fait, il suffit de rappeler le convert. Un note d'un note, ça redevient la valeur de départ. Donc, on a implémenté ce convertisseur, vous voyez, il y a 2 lignes de programmation, 3 avec l'exception, et ce convertisseur, il est déclaré, bien entendu, ici dans les ressources de la content page, et il va être utilisé dans le entry, au niveau du binding du password, donc isPassword est bindé à showingPassword, ça c'est ok, mais comme on considère que ce sont des propriétés qui, par hasard, sont du même type, mais peu importe, qui ont une sémantique qui est différente, on va utiliser un convertisseur, qui est notre boolNoteConverter, qui lui va faire la négation de la valeur qui est présentée par le viewModel. De cette façon-là, le viewModel reste complètement cohérent dans sa sémantique. Il a une commande pour faire voir le password et il a une variable booléenne qui passe à vrai quand on veut voir le contenu du password. Quand on est dans la page XAML, son besoin, elle, est légèrement différent. Elle a besoin de la négation de cette valeur, comme elle pourrait avoir besoin de la conversion d'un visibility sous WPF. Eh bien, on a un convertisseur de valeur. Ça, c'est la façon correcte de programmer en XAML. Quand vous ne le faites pas, les viewModels deviennent vite une foire inonde dans laquelle on a des notes, des trucs, des machins qui sont dupliqués, enfin bon. Et puis la grande excuse, c'est oui, mais le viewModel, c'est fait pour adapter les données à la vue. Alors, je le fais. Non. Il y a un état d'esprit quand même, tout n'est pas possible. Gardez à l'esprit qu'un viewModel, c'est un morceau de code qui est généralement important dans une application aujourd'hui. Il y en a plusieurs, un par page, au minimum, et il faut que ce code soit lisible, maintenable, comme n'importe quel autre code qu'on écrivait avant et qu'on continuera à écrire. Et donc dans ce cas, il faut surtout que la sémantique soit respectée. Quand vous ne respectez pas la sémantique, le problème c'est quand vous revenez 6 mois après sur votre programme, ou si quelqu'un d'autre, encore pire, vient travailler dessus, il n'est pas dit qu'il est vos réflexes à vous de se dire que ça c'est un truc, ah ouais, ça s'annule parce que c'est machin, ou le note show truc muche, il ne pensera pas à le remettre à jour parce qu'il fait une modification dans le code. C'est complètement dangereux de travailler comme ça. Donc voilà, ça c'était le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention. Vous faire voir que le prévisualisateur fonctionne correctement. Et puis, petite cerise sur le gâteau, puisque vous l'avez vu fonctionner, on va le redemander gentiment. Quand elle s'affiche, bon c'est long parce que c'est une appli de debug sur le simulateur. Vous voyez cet effet de grossissement et de fade en même temps, et le fait qu'on reste à une opacité de 0,7 pour avoir cette légère transparence et continuer à voir les étoiles à travers la trame sans que ça ne soit gênant quand on saisit. Un petit passage,
Et vous voyez l'intérêt du bouton qui est ici, qui affiche, etc. Le entrer, de se souvenir de moi, etc. etc. Donc comment fonctionne, pour terminer, comment fonctionne le système qui fait l'animation au départ? Je vous le fais voir parce que vous ne connaissez peut-être pas. On est donc dans la main page, donc dans son constructeur. On commence par mettre la main grid, donc la grid qui est principale, hein, c'est celle-là, hein, c'est la grille qui contient tout le monde, hein, donc auquel j'ai donné un nom pour pouvoir y accéder dans le code behind. Alors on est dans le code behind de la main page, on a le droit puisque on va faire que du code d'affichage. Donc le code behind est parfait pour faire ça. Vouloir le faire autrement, ça serait une bêtise. Donc on commence par mettre son échelle à 0 et son opacité à 0, et dans le on appearing, qui est overridé ici, on laisse faire le travail de départ, et on va faire un scale to 1, pour avoir une échelle à 100%, donc c'est l'effet de grossissement avec un ease-in, et puis un fading, qui est un peu plus court en temps, pour que le fade soit terminé avant le grossissement, pour que ce soit un peu plus net en termes d'affichage. Enfin, bref, ça c'est l'animation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de await sur ces animations, ni rien du tout, puisque bien évidemment je veux que les deux se passent en même temps, que ça grandisse, et que l'opacité devienne plus proche des 0,7, au fur et à mesure, et que les deux se passent en même temps. Vous remarquerez ici aussi, et ça c'est très important, qu'on a une protection à nouveau du design mode. Si on est en design mode, on fait un return, et on ne passe pas du tout par ce code-là, parce que pouvoir lancer une animation depuis le preview, etc., bon, ça n'a pas de sens. En design, ça n'a pas de sens. Donc comme ça n'a pas de sens en design, il faut traiter. Alors c'est vrai qu'avec l'Xamarin.Form, on travaille depuis le début quasiment qu'en XAML qu'on tape à la main, alors qu'en WPF, tout de suite, on a disposé de Blend, même Visual Studio ne savait pas le faire, mais on avait un designer dans Blend qui était complet, et donc, à part quelques fêlés qui tapaient que du XAML dans Visual Studio, qui ne savaient pas faire autre chose que du texte, la plupart des bons développeurs WPF ont tous adoré et sont restés scotchés à Blend, parce qu'on pouvait tout faire en visuel, bien évidemment. Et c'est pas le cas de Xamarin.Form. Ça vient vraiment lentement et petit à petit, les aides visuelles. Donc on n'a pas l'habitude de tout taper à la main. Mais le mode de design, par exemple, MVVM Lite, vous connaissez, est un framework qui a été conçu pour apporter bien évidemment un petit support MVVM Lite, donc léger. C'est une librairie assez simple. Mais elle a été toujours pensée, et encore aujourd'hui, pour être blendable. Ce que Bugnon appelait blendable, c'est-à-dire utilisable sous Blend. Donc avoir des données de design, avoir ce genre de choses, et que ça fonctionne dans le système visuel. Aujourd'hui, avec l'Xamarin.Form, on dispose du Live Player, on dispose du système de prévisualisation tel que je vous l'ai fait voir ici. Ces modes de design sont aujourd'hui détectés par Xamarin.Form, la preuve, hein, on a la Design Mode et le Is Design Mode Enabled, donc on sent bien que les choses sont de plus en plus présentes pour qu'on ait quelque chose de design, et donc vous devez traiter le mode de design comme n'importe quel autre mode de fonctionnement de votre application. C'est un des modes de fonctionnement de votre application. Pour des applications XAML qui sont visuelles, travailler avec un support visuel quel qu'il soit est indispensable. Avoir des données de design, c'est indispensable. Et aujourd'hui, on commence à avoir des outils qui fonctionnent bien, au moins pour faire de la preview et des choses comme ça. Ça devient important, et vous devez traiter le mode design comme n'importe quel autre mode dans votre application. Sur ces bonnes paroles qui, j'espère, vous resteront et vous marqueront pour vous permettre de faire du meilleur code, je vous dis merci de m'avoir suivi, à très bientôt, stay tuned.